Donc moi je vais continuer sur la thématique des attaques de grande envergure qu'on va appeler ici attaques ciblées. Bon, pour me présenter en deux mots, moi je suis responsable d'une équipe de sécurité chez Orange Lab, une équipe de sécurité parce qu'on est plusieurs, de recherche en sécurité plus particulièrement. Alors, on parle d'attaques ciblées, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans la presse en 2012. Il y a eu un certain nombre d'événements. On a tous à l'esprit quelques événements. Un qui aurait affecté l'Elysée, je dis conditionnel, qui était également employé dans l'article de l'Express. Cet incident également qui a affecté la Géorgie, où un pirate visiblement d'origine russe aurait introduit un virus dans des systèmes sensibles en Géorgie. On a une dissection de l'affaire a posteriori. Donc de quoi parle-t-on dans les attaques ciblées? Il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Ça peut être une arme utilisée dans des affrontements entre États. Ça peut être une menace qui affecte les entreprises. Les fameuses APT sont un exemple d'attaque ciblée contre les entreprises. Là, il y a encore un nombre d'exemples qui est très important en 2012, on le verra dans un instant. Les attaques ciblées visent également la sphère sociétale avec un certain nombre d'affaires où finalement ce sont des individus qui ont fait les frais de ces attaques qui étaient menées par des gens déterminés qui poursuivaient certains objectifs. On a pu voir des activistes, des dissidents politiques dans différents pays, que ce soit en Chine, en Syrie, en Égypte, faire les frais de ce type d'attaque. On a commencé, dans le panorama, on a toujours une phase de brainstorm où on essaie d'énumérer les faits d'actualité. On a commencé par dresser une liste à l'après-vert des incidents qui répondaient à cette catégorie un peu mystérieuse d'attaques ciblées en 2012. On est arrivé très rapidement à une liste longue comme le bras, sachant que ces incidents sont loin d'être exhaustifs. On s'est dit, ce serait peut-être pas pertinent de faire une liste à l'après-vert, d'aller regarder pendant cette présentation les incidents les uns après les autres. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour finalement essayer de dresser des tendances dans ces incidents. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une attaque comme d'une attaque ciblée? Y a-t-il un commanditaire qui peut être identifié ou pas? Voilà, prenons un petit peu de hauteur pour nous attacher à tirer des enseignements finalement de ce type d'attaque. Qu'ont toutes ces attaques en commun? On s'est posé un certain nombre de questions. Peut-on remonter à l'origine de l'attaque? Et si oui, ces attaques ont-elles une origine commune? Est-ce qu'on parle uniquement de commanditaires étatiques? Est-ce qu'on parle de commanditaires de sociétés qui sont déterminés pour aller pirater par exemple leurs concurrents ou alors des activistes? Est-ce qu'on peut tirer des leçons quant à une cible de même nature vis-à-vis de ces attaques? Y a-t-il des modes opératoires communs, des traits techniques particuliers qui feraient qu'on classerait toutes ces attaques dans la catégorie d'attaques ciblées? Y a-t-il des objectifs qui seraient suivis et qui seraient toujours les mêmes, que ce soit du vol d'informations par exemple? Est-ce que c'est un objectif qui est poursuivi dans tous les cas? Y a-t-il des contre-mesures qui peuvent converger sur ce type d'attaque pour se dire, voilà, ça c'est une catégorie d'attaque particulière, j'ai pris des contre-mesures particulières et j'ai réussi à réduire le risque? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements comme cela ou pas? Y a-t-il eu un traitement médiatique particulier de ces attaques et une certaine résonance dans la presse et dans la blogosphère qui font que ces attaques finalement ont eu un traitement de faveur par rapport à d'autres? Et y a-t-il eu des conséquences vis-à-vis de ces attaques sur le paysage de la sécurité en général? Donc on va essayer de répondre à ces questions une par une, sachant que ce n'est pas forcément évident. Il n'y a pas toujours de réponse oui, non. Alors sur l'origine de ces attaques, faut savoir que remonter à la source d'une attaque, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, lorsque l'attaque est bien menée. Là, pour le coup, je me base uniquement sur ce qui a été présenté dans la presse et dans les blogs. Donc je vais simplement faire un état des lieux de ce qui a été rapporté vis-à-vis de ces attaques. Les attaques sont attribuées à une variété de zones géographiques d'où elles émaneraient. La quasi-totalité des continents sont concernés, que ce soit des pays occidentaux, que ce soit des pays asiatiques. Clairement, il n'y a pas spécifiquement de zone particulière d'où émanerait une majorité écrasante d'attaques. Même si dans la presse, on parle beaucoup de la Chine. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi, comme on l'a vu, les États-Unis, on peut penser à Israël, on peut penser à la Russie, bref, toute une galaxie d'États qui sont plutôt bien dotés en matière d'informatique et de moyens techniques, qui se sont régulièrement vus attribuer des attaques par les médias. On n'est pas simplement dans une optique régime autoritaire vs démocratie. Là, il n'y a pas spécialement de trait spécifique au régime qui commanditerait ces attaques. Là, visiblement, tous les coups sont permis, qu'on soit une démocratie ou qu'on ne le soit pas. Donc, il ne faut pas faire de leçon de morale quand on juge ce type d'attaque. Ces attaques ont été attribuées
en tout cas dans ce qui était rapporté dans la presse, tantôt directement à des services officiels, tantôt à des sociétés qui pourraient être commanditées par des services officiels, tantôt à des individus, etc. Donc là encore, il n'y a pas non plus un mode de commandite qui serait universel dans ces attaques. Les revendications de ces attaques sont en général plus ou moins crédibles. Il y a les revendications qui tombent sur Pastebin, sur Twitter, etc. Bon, vrai, pas vrai, on n'en sait rien. C'est basé sur du déclaratif, il y a zéro vérification derrière. Et c'est repris en boucle après dans la blogosphère et dans les médias. Bon, derrière, c'est très facile d'aller publier une revendication sur Pastebin ou sur Twitter et d'aller mettre en avant un acteur qui ne serait pas le véritable auteur d'une attaque. Et la conséquence, c'est que l'attribution de ces attaques, c'est extrêmement compliqué. On n'est jamais sûr complètement de qui nous attaque. Et c'est un problème, parce que si on doit considérer ces attaques comme un acte de guerre, il y a un souci, c'est que dans un acte de guerre, il y a une réponse possible, il y a une revendication, il y a une attribution qui est claire. Or, dans ces attaques, on ne sait pas qui a attaqué, à moins que l'attaquant souhaite vraiment dévoiler son identité pour le faire savoir, mais on n'est pas tellement dans ce cas de figure aujourd'hui. Origine commune, donc, a priori non. Alors, on va disséquer un cas qui, à mon avis, va devenir un cas d'école dans peu de temps. C'est le cas de l'attaque qu'a subie la Géorgie pendant plusieurs mois. Le CERT géorgien a mis en ligne en 2012 un papier très intéressant qui est une dissection de cette attaque. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils ont réagi à l'attaque de manière à remonter à sa source. Donc le CERT, l'équipe d'intervention gouvernementale géorgienne, voyant cette attaque, a décidé de la placer sous surveillance pour identifier quelles étaient les machines infectées, quel était le code malveillant, qu'ils ont baptisé Georbot, pour Géorgie robot. Première chose, ils ont commencé par pirater le serveur de contrôle du bot, c'est-à-dire le serveur qui distillait des instructions à toutes les machines infectées. La première chose qu'ils ont identifiée, c'est donc les mots-clés qui étaient mis en veille par le robot. Ici, vous avez les mots-clés qui étaient recherchés par l'intrus qui s'attaquait à des systèmes gouvernementaux géorgiens. Il y avait environ 500 machines en Géorgie qui étaient contaminées. Donc voilà, des mots-clés comme États-Unis, OTAN, Russie, Union européenne, enfin des mots-clés assez génériques qui cherchent visiblement à se focaliser sur des documents d'ordre militaire, stratégique, renseignement. Ils n'en sont pas restés là, les Géorgiens. Ils auraient pu, à cette étape-là, une fois qu'ils avaient mis la main sur le serveur de contrôle, ils auraient très bien pu décider de démanteler complètement le botnet en envoyant une instruction suicide au robot, par exemple, ou en identifiant toutes les machines et en les désinfectant. Ils ont décidé d'aller plus loin dans l'infiltration. Ils ont continué l'enquête en source ouverte. Cette fois, ils ont regardé quels étaient les noms de domaine qui portaient l'infection de ces malwares. Donc, quels étaient les noms de domaine qui allaient tenter d'exploiter leurs visiteurs pour les infecter avec ce virus. Ils ont identifié un nom de domaine qui est en extension .in, donc en Inde. Et ce domaine, en fait, était enregistré avec une adresse postale qui était un peu surprenante. C'est l'adresse postale du FSB à Moscou. Là encore, précaution très importante à prendre. Quand on enregistre un nom de domaine, on déclare ses coordonnées de contact de manière complètement anonyme, c'est-à-dire n'importe qui peut prendre l'identité de n'importe qui auprès de certains registraires. Certains registraires ne vont pas du tout vérifier l'identité de leurs clients. Ce qui veut dire que le pirate aurait très bien pu de lui-même, sans être commandité par le FSB, déclarer l'adresse postale du FSB pour orienter la piste. La troisième étape, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont piégé le pirate en présentant au pirate un document qui répondait à ses mots-clés de recherche. Facile, ils avaient la liste des mots-clés de recherche. Donc ils ont contaminé le pirate avec un document qui lui-même était piégé, qui contenait un autre virus. Donc en fait, ils ont infecté le pirate avec un virus. Par ce biais-là, ils ont pris le contrôle de la machine du pirate, ils ont allumé la webcam, ils ont pris des vidéos pour savoir à quoi ressemblait le pirate. Ils ont énuméré tous les documents qui pouvaient se trouver sur cette machine et ils ont passé au crible ces documents pour trouver quelle pouvait être l'identité du pirate. En l'occurrence, ils ont identifié des pseudonymes qu'on peut voir ici, dans ce fichier texte qui traînait sur la machine du pirate. En analysant le binaire donc de Georbot, ils se sont rendus compte qu'il y avait des mutex. C'est un outil qui permet d'éviter que deux sections de code s'exécutent en même temps, et que ces mutex portaient le nom Eshkincot, qui n'est pas spécialement un nom, un nom utile dans un langage de programmation. C'est un nom, visiblement, qui a été inspiré par le pirate par quelque chose. En cherchant sur ce nom, ils se sont simplement rendus compte qu'il y avait des messages avec le même nom
sur des forums dédiés au piratage et au partage d'astuces entre criminels. Donc une personne, un auteur qui s'appelle Eshkincott ici, qui postait des messages sur Metasploit, donc une plateforme d'exploitation de vulnérabilité. Et puis ils ont pu également identifier une autre adresse mail ici, qui serait liée également à cette personne. Là, ce qu'il faut vraiment retenir de cette réaction du CERT géorgien, c'est le caractère extrêmement violent, finalement, de la réaction, puisqu'ils ont pris le pirate à son propre piège. Ils ne sont pas rentrés dans les détails sur quelles lois étaient applicables. À mon avis, il y a certaines lois qui ont été violées au cours de l'opération. Maintenant, c'est clairement une réponse qui se base sur des principes non pas civils, mais plutôt sur des principes militaires. C'est-à-dire, on est attaqué, on réagit. De toute façon, on pense que le commanditaire est à l'étranger, et donc on va essayer de remonter par tous les moyens possibles à ce commanditaire. Alors, un autre cas qui est également un cas intéressant, qui démontre bien la fragilité des revendications publiques dans certaines affaires de piratage, c'est le cas Lords of Dharmaraja, qui est apparemment un groupe de pirates qui a été mis en lumière fin 2011, et l'affaire a été très médiatisée début 2012. En fait, ces pirates, ils ont visiblement obtenu accès au service, au système d'information de l'ambassade indienne à Paris. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré avoir obtenu sur ce système d'information des documents qui prouvaient que l'Inde espionnait les États-Unis. Donc ils ont publié ces documents, dont beaucoup d'experts se sont demandé s'ils étaient réels ou pas. Chacun jugera. L'affaire a été médiatisée, non pas grâce à la publication de ces documents, l'affaire a été médiatisée début 2012 parce qu'ils ont également publié le code source de Norton, qui est l'outil antivirus de Symantec, et Symantec a bien confirmé qu'il s'agissait bien du code authentique de Norton. C'était une version ancienne de Norton. Donc finalement, on a eu connaissance de cette affaire de manière un peu détournée suite au piratage du code source de Norton. La revendication de cette affaire a été intégralement réalisée sur Pastebin, c'est-à-dire un site finalement qui est un service de bloc-notes en ligne où chacun va déclarer ce qu'il a envie, de faire ses copier-coller, d'aller écrire des documents en ligne. En l'occurrence, il y a un petit mémo en format texte qui a été posté sur Pastebin et qui décrivait oui, voilà, c'est nous, Lord of Dharmaraja, on a fait ça et voilà les documents qu'on a obtenus. La revendication est purement gratuite. C'est un groupe de pirates qui était absolument inconnu au bataillon avant cette affaire, qui n'a rien fait depuis. Cette bannière est-elle réelle ou pas? Est-ce que ce n'est pas simplement une bannière qui a été créée pour l'occasion sur cette revendication? C'est ma conviction. Maintenant, rien ne permet d'en avoir la certitude. Symantec a analysé cette affaire. Eux ont dit c'est les Anonymous. Maintenant, quand on dit c'est les Anonymous, c'est bien, on n'a rien dit finalement. On a dit c'est des gens, on ne sait pas qui c'est. Attention donc aux revendications liées à Anonymous, aux revendications sur Pastebin, etc. Ça devient un moyen facile d'intoxication quand on veut faire porter le chapeau à quelqu'un sur une attaque ciblée. Notamment la bannière Anonymous qui est régulièrement utilisée dans des opérations d'intoxication de tout genre. Alors, sur l'ordre of Dharmaraja, il y a aussi une remise en contexte qu'il faut réaliser. C'est bien entendu l'appel d'offres de l'Inde sur du matériel militaire. Il y avait peut-être aussi des jeux d'influence dans ce cadre-là. Alors, d'autres travaux de recherche sur la manière dont on peut attribuer une attaque à quelqu'un, ce sont des travaux de recherche qui sont ici publiés depuis simplement quelques semaines. Ça a été publié au Chaos Computer Club à Hambourg il y a 3 semaines. Il y a des chercheurs qui ont démontré l'application d'un procédé qui est un procédé relativement connu, la stylométrie. C'est-à-dire on va analyser la manière dont quelqu'un écrit dans une langue, c'est-à-dire les tournures de phrases, le nombre de mots par phrase, l'utilisation de ponctuation, la préférence de certains mots, certaines tournures de phrases, etc. Et on va essayer d'utiliser ces patterns pour suivre cette personne et essayer de l'identifier malgré le fait qu'elle ait pu changer d'identité ou masquer son identité. Ils ont démontré que ce domaine de recherche pouvait tout à fait s'appliquer à la sphère underground et les marchés, des marchés cybercriminels et qu'ils arrivaient à obtenir des taux de reconnaissance assez élevés avec un nombre de documents relativement limité.
Donc là, on est véritablement au cœur du problème qui est de comment on fait pour remonter à la source d'une attaque, sachant que l'identification des personnes sur Internet est extrêmement difficile, hein. On n'est pas en Chine, c'est-à-dire on n'est pas forcément obligé de déclarer auprès du gouvernement chinois qu'on possède de tels pseudonymes. Voilà comment est-ce qu'on fait dans l'absolu. Ces chercheurs offrent des pistes de réponse. Il y a d'autres pistes de recherche qui ont été déjà développées les années passées, notamment avec la stylométrie, mais cette fois appliquée au code source d'un binaire, c'est-à-dire essayer de trouver des patterns particuliers dans un bout de code pour essayer d'identifier que c'est bien telle même personne qui a codé tel code. Alors, une autre piste intéressante qui est également développée cette année par différents chercheurs, mais qui a vraiment été exploitée par Joe Stewart de Dell SecureWorks, c'est sous un nom barbare, mais qui dira certainement quelque chose aux initiés, le clustering DNS, IP et Autonomous System. En fait, dans une attaque, quand on est face à une attaque virale, par exemple, ce virus est souvent hébergé sur un nom de domaine, lui-même hébergé sur une adresse IP, lui-même hébergé sur un réseau, d'où la notion d'Autonomous System. Et de fil en aiguille, au fil des différentes attaques, on peut identifier que tel virus a été vu sur tel nom de domaine, puis sur tel autre, puis est contrôlé depuis tel autre domaine, etc. Et si on arrive à tracer des liens entre ces domaines, ces adresses IP, ces réseaux, on obtient des clusters qui sont plus ou moins cohérents, structurés de plus ou moins de différentes manières suivant la nature de l'attaque. Mais en réalisant ces clusters, donc ces grosses patates, on arrive à identifier de manière cohérente des sources d'attaque et à identifier des campagnes d'attaque qui ont des caractéristiques communes parce qu'elles partagent par exemple un même nom de domaine d'origine, parce qu'elles partagent un code malveillant identique entre deux noms de domaine différents, etc. Donc Joe Stewart a appliqué cette technique aux attaques qui étaient attribuées à la Chine, parce qu'elles provenaient de noms de domaine ou d'adresses IP chinoises. Il a pu déterminer que la grande majorité de ces attaques, qu'on voit dans la presse, qui ont affecté des services étatiques, des sociétés d'armement, etc., étaient attribuables à deux principaux groupes de pirates, dont l'un a été baptisé dans la blogosphère sous le nom de Comment Group. Pourquoi Comment Group? Parce que les instructions qui sont délivrées au virus utilisé par le Comment Group sont délivrées sous forme de commentaires dans des pages anodines, de commentaires HTML. Donc finalement, on peut avoir une page qui s'affiche très bien dans un navigateur, sauf que derrière, le virus sait où chercher ses instructions et sait ce qu'il peut aller faire. C'est une particularité qui a été relativement peu vue dans d'autres cyberattaques et qui a permis de caractériser ce groupe. Derrière ce principe de recherche, il y a le fait que l'infrastructure cybercriminelle qui est dédiée à une attaque est souvent réutilisée dans le cadre d'une autre attaque. Les criminels n'ont pas forcément envie de tout redémarrer à zéro, de recréer un nouveau serveur de contrôle, de recréer des nouveaux domaines pour l'infection, etc., etc. Lorsqu'ils ont 200 cibles à attaquer, ils ne vont pas créer 200 infrastructures de contrôle différentes. Derrière, c'est souvent le même serveur de contrôle qui va servir. C'était par exemple le cas dans le cadre de Flame, où les chercheurs qui enquêtaient sur Flame ont pu mettre la main sur le serveur de contrôle et identifier ce qui se trouvait dessus, et donc par là même identifier d'autres souches virales qui étaient encore inconnues. Y a-t-il une cible de même nature dans toutes ces attaques? Là encore, c'est très difficile à le dire, puisque les incidents qui ont été rapportés dans la presse ont aussi bien affecté des États que des entreprises, que des particuliers, des zones géographiques vraiment extrêmement disjointes. Il y a un petit tableau que Kaspersky a réalisé sur cette carte en haut. C'est une cartographie, en fait, uniquement sur le Moyen-Orient, parce qu'il y a eu d'autres victimes, une cartographie des victimes de Flame, Gauss, Stuxnet. Le but étant de comparer la volumétrie des victimes impactées dans chacun de ces pays pour essayer de dire, voilà, là c'était ce pays-là qui était ciblé, on en a la certitude parce qu'il y a concordance. Eh ben non, la nature des virus fait qu'il y a des débordements qui sont possibles, il y a des effets de bord, des propagations qui n'étaient pas forcément prévues. On l'a vu dans Stuxnet, les premières générations de Stuxnet ont infecté quelques centaines de machines, et puis il y a eu un gros dérapage, d'un seul coup Stuxnet est parti dans la nature et a infecté 100 000 machines. Donc on en est réduit, pour trouver quelle était la cible d'une attaque, à faire des statistiques comparées pour savoir quel était le pays qui était peut-être ciblé. Même dans le cas de la Géorgie, on a trouvé des machines infectées aux États-Unis, donc c'est pour dire. Dans le cas de la Géorgie, quand même, on avait une caractéristique dans ce virus qui était
un test qui était: est-ce que je me trouve sur un PC qui se trouve dans une time zone entre UTC+3 et UTC+4? Et là, en l'occurrence, le virus choisissait de se désactiver s'il n'était pas dans cette time zone. Là, on peut avoir déjà une vision plus précise de la zone géographique qui était ciblée, même si cette zone géographique, elle fait facilement la taille de 30 fois la France. Ces incidents ont affecté des systèmes d'information de nature extrêmement diverses et variées, donc on ne peut pas dire que les criminels se soient focalisés sur un type de système en particulier, les systèmes d'information classiques, les SCADA, des systèmes satellitaires, des systèmes bancaires, etc. Le seul point commun qu'on peut éventuellement donner sur ces attaques, c'est une corrélation entre ces attaques et des tensions préexistantes, c'est-à-dire la préexistence de tensions géopolitiques, voire carrément de conflits militaires, de tensions économiques, de tensions sociétales, etc. Mais il est très difficile de trouver un pattern général dans ces attaques. On ne peut pas spécialement dire, voilà, on a deux parties en présence qui sont seulement les États-Unis et la Chine. La plupart des attaques, elles sont affectées à ces deux parties et voilà. Non, on ne peut pas avoir cette analyse-là aujourd'hui. On est véritablement face à une espèce de phénomène généralisé, très difficile à analyser. Y a-t-il un mode opératoire commun? Alors là, tous les coups sont permis, hein, c'est-à-dire que le but de ces attaques, c'est d'arriver à entrer chez sa cible. Donc là, toutes les techniques qui ont pu être décrites dans la presse, voilà, si on voulait faire vraiment une liste de ces techniques, on écrirait un livre sur la sécurité parce que véritablement, il n'y a pas du tout de trait commun dans les méthodes utilisées. Ça peut être aussi bien des attaques très brutales comme de l'injection SQL, du brute force de mots de passe, des choses basiques mais qui marchent toujours. De l'ingénierie sociale pas du tout évoluée, c'est-à-dire voilà une belle pièce jointe, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Ça peut être des choses beaucoup plus évoluées, par contre des techniques d'ingénierie sociale beaucoup plus fines, comme cette fameuse technique du watering hole qui a été mise en évidence par Symantec. C'est une technique qui consiste à aller se renseigner le plus près possible sur la personne qu'on va cibler, le PDG ou alors le cadre ou alors la personne vraiment qu'on a envie d'infecter. On va se renseigner sur ses habitudes, sur ses centres d'intérêt surtout, et on va essayer d'aller savoir quelles sont les sources d'informations qu'il va consulter au quotidien. Par exemple, tous les matins, il va sur tel site de presse en ligne, et ensuite, il va sur tel site spécialisé. Je ne sais pas si c'est un fan de voitures, il va peut-être regarder un site sur les voitures. L'idée ensuite, c'est d'aller, pour le pirate, attaquer les sites qui correspondent à cette thématique, d'aller pirater donc ces sites de presse en ligne, ces sites dédiés à l'automobile, pour faire en sorte que finalement, le matin, quand le PDG va ouvrir son ordinateur, lorsqu'il va faire sa pause et aller sur le site qui parle d'automobile, il y a une probabilité non nulle que ce soit un site qui soit déjà infecté et donc que ce PDG se retrouve infecté par un virus. Donc là, c'est une méthode qui est extrêmement fine, je trouve, parce qu'on est face à des pirates qui sont prêts à aller infecter des sites grand public avec potentiellement des centaines de milliers de personnes qui vont être victimes de cette attaque, juste pour cibler une personne dont on sait qu'elle va se rendre sur ces sites-là. Donc là, on est véritablement dans une attaque qui tente de noyer le poisson quant à la nature de la cible. Et c'est une attaque qui a été vue développée notamment par le fameux Command Group, qui serait un groupe d'origine chinoise. Y a-t-il des moyens techniques similaires pour mener ces attaques? La maturité technique des attaquants est très très aléatoire, c'est-à-dire qu'on est aussi bien face à des malwares codés à la va-vite, buggés, que des malwares au contraire de très haute voltige, avec des moyens techniques très importants pour les développer. On peut évoquer Flame, qui est véritablement une plateforme logicielle qui faisait plus de 20 mégas. 20 mégas, c'est gigantesque pour un logiciel, c'est peut-être 2000 fois plus que ce qu'il aurait fallu pour implémenter les mêmes fonctionnalités, mais de manière vraiment unitaire et minimaliste. Des malwares grand public, c'est-à-dire des malwares qu'on peut retrouver sur Internet, il suffit de taper dans Google pour les retrouver. Ça peut être ce qu'on appelle des RAT, des Remote Access Tools, des outils entre guillemets de gestion à distance qui sont mis à disposition gratuitement sur Internet. On en a vu quelques exemples en Syrie notamment, avec un développeur français qui a publié sur Internet un outil de prise de contrôle à distance qui s'appelait Dark Comet. Il a arrêté d'éditer son outil le jour où il s'est rendu compte que finalement le gouvernement syrien avait réutilisé son outil contre les activistes. Des malwares utilisés pour la cybercriminalité ordinaire, un virus qui s'appelle Mirage, qui a été utilisé dans des attaques ciblées, notamment contre Taïwan, possède des liens de parenté un peu troublants avec un kit de déni de service qui s'appelle JK-DDoS, qui est un kit utilisé dans la cybercriminalité vraiment crapuleuse et l'extorsion de fonds déni de service. Des malwares sur étagère, produits par des sociétés de cyberarmement qui sont en plein développement, comme le Gamma Group.
et qui sont vendus extrêmement cher par rapport au prix du marché, autour de 200 000 euros d'après la propale qui a été retrouvée pendant la Révolution indienne. Bon, c'est des prix très différents, sachant qu'on peut trouver également des outils gratuits sur Internet. Donc la maturité technique de l'attaquant est complètement aléatoire, il n'y a pas spécialement de passage obligé dans ces moyens techniques. Comment est-ce qu'on fait à partir de l'analyse d'un code malveillant pour retomber sur l'auteur de ce code malveillant? Il y a un cas qui était assez édifiant que AlienVault nous a fourni cette année, qui est le cas du malware PlugX, qui est utilisé dans des attaques ciblées, notamment au Tibet. Le binaire était compilé avec des métadonnées, qui sont des données de description, qu'on peut très bien enlever quand on le compile. Simplement, le développeur a fait une bourde, il les a gardées. Et il a gardé notamment les chemins de debug pour faciliter finalement un travail de débugage en cas de problème sur son binaire. Donc dans ce chemin de debug, on avait un token de 3 lettres qui est WHG, que l'on retrouve dans d'autres binaires. Dans ces binaires, ça nous amène donc vers un site web sur lequel étaient publiés ces binaires. Les fiches utilisateurs qui sont associées à ces binaires font état d'une adresse email et d'un numéro QQ, qui est une messagerie chinoise. On retrouve cette adresse email dans un nom de domaine qui appartient à une société chinoise de sécurité, dont on peut très facilement retrouver l'adresse ici. Donc, ouf, on est rassuré, c'est une société de sécurité. On peut remonter jusqu'au développeur, hein, c'est ce qu'ont fait les ingénieurs de chez AlienVault. Ils ont également identifié que le virus avait un test de connectivité, c'est-à-dire que chaque fois qu'il était lancé, il allait tester s'il avait une connexion Internet. Le problème, c'est que le développeur a mis comme test de connectivité la page de son profil sur Baidu. C'est-à-dire la page, on la consulte, il y a la photo du développeur ici. Et on confirme par ailleurs que c'est bien quelqu'un qui travaille chez la société en question, qu'il est référencé sur des forums comme expert en création de virus, etc. Y a-t-il des objectifs comparables dans cette attaque ? Là, la réponse est simple et non. Il y a eu tous les cas de figure potentiels, hein, du sabotage industriel avec Stuxnet, de la destruction de systèmes avec Shamoon, avec notamment l'attaque contre la Saudi Aramco, du vol d'informations plutôt hautement sensibles, comme de vol d'informations bancaires un petit peu moins sensibles. Ça peut être de la surveillance personnelle individuelle. Donc là, on est véritablement face à des codes polyvalents qui sont employés dans tout type de cas. Et finalement, les objectifs poursuivis, il n'y a pas réellement de tendance qui se dessine. Tous les coups sont permis pour suivre des objectifs tout à fait différents. Y a-t-il des contre-mesures qu'on peut identifier comme étant identiques d'un cas à l'autre ? Malheureusement non, c'est-à-dire que chaque attaque laisse présager une contre-mesure différente. Tantôt on va dire qu'il faut arrêter d'utiliser Facebook, tantôt on va dire qu'il faut surveiller les Active Directory, tantôt on va dire qu'il faut faire du sandboxing, il faut mettre des firewall next generation, tantôt on va dire qu'il faut retourner aux fondamentaux, tantôt on va dire qu'il faut innover. Là, malheureusement, on est en recherche de solutions et on n'a pas réellement trouvé la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire la solution qui permettrait de nous prémunir contre ces attaques. Donc, faut-il retourner aux fondamentaux comme le préconise l'ANSSI ou faut-il innover ? Les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des axes de progression qui sont des deux côtés. Et moi, je parlerai plutôt de 3 leviers qui sont de retarder l'intrusion, en prenant des mesures qui vont faire en sorte que l'intrusion aura lieu plus tard, d'accélérer sa détection avec des contre-mesures de détection, et d'accélérer la réaction dans le nettoyage des systèmes. Y a-t-il un traitement médiatique particulier lié à ces affaires ? Je pense que nous avons des amis journalistes dans la salle. Il y a, je pense, quelques leçons à tirer de ces cas médiatiques, et notamment le fait que ces attaques sont très souvent rapportées, il n'y a pas que les journalistes, hein, il y a aussi la blogosphère, de manière un peu sensationnaliste. C'est-à-dire, ce sont des attaques souvent de grande ampleur, donc quelque chose d'un peu romanesque, donc on a forcément tendance à tirer le trait et à écrire une histoire là où il y a encore du conditionnel. Il y a des cas, notamment sur le cas de l'attaque supposée contre l'Élysée, où on n'a quasiment aucun élément concret qui a été rapporté dans ces articles, et on est obligé de spéculer, finalement, parce que la spéculation, c'est tout ce qui nous reste face à cette attaque. On parle d'une attaque qui aurait ressemblé à Flame, d'accord, on peut dire ça des 95% des virus qui circulent sur Internet. Aujourd'hui, ils ont tous les mêmes fonctionnalités que Flame, ou presque. Donc, est-ce que la véritable question, c'est pas est-ce que ça ressemble à Flame, c'est est-ce que c'est Flame ou est-ce que c'est pas Flame, tout simplement. Tout ça est préjudiciable au secteur de la sécurité parce que, en tant qu'ingénieur sécurité, quand votre responsable sécurité tombe sur une actualité comme celle-ci, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va s'affoler, il va dire quels sont les indicateurs de compromission qu'on pourrait avoir pour identifier si chez nous on n'est pas aussi infecté.
Et là, on est un petit peu sec parce que dans la presse, on n'a pas d'informations et on pose des questions et simplement on n'a pas de réponse. Alors, il n'y a pas que la presse, hein, il y a aussi, il y a eu 2 affaires cette année qui ont été intéressantes. C'est Danko Danchev, qui est un blogueur assez connu dans le domaine de la sécurité, blogueur et chercheur, et Facebook, qui ont, à une semaine d'intervalle, dévoilé l'identité d'un botmaster, qui était le botmaster de Coopface, qui est un ver qui a circulé à des centaines de milliers d'exemplaires sur Facebook. Donc simplement, Danko Danchev a tout balancé, entre guillemets. C'est-à-dire, il a dit qui est le botmaster de Coopface. Et de fil en aiguille, il a balancé toutes les photos personnelles du botmaster en remontant très simplement à la source avec le compte vContact, qui est l'équivalent de Facebook en Ukraine, de cette personne. L'objectif derrière ça, tel que l'a dit Facebook, c'était d'avoir un effet dissuasif. C'est-à-dire, attention, botmaster, si vous nous attaquez, on peut tout dévoiler sur vous. On peut vous nommer publiquement dans la presse, on peut faire en sorte que vous ayez vraiment des ennuis et on peut faire en sorte que votre réputation soit ternie durablement. C'était une tentative de tactique finalement de dissuasion par la honte. Est-ce que ça a marché? Voilà, cette affaire-là, c'était en janvier. En novembre, voilà, le botmaster de Coopface est de retour avec un autre virus. Est-ce que ça a eu un effet dissuasif? Je crois qu'on peut dire clairement que non et que cette tactique peut être abandonnée. À la décharge de Danko Danchev et de Facebook, il y a une véritable frustration vis-à-vis de l'action des forces de l'ordre qui n'ont pas tous les moyens en main pour aller arrêter ces botmasters. Et c'est pour ça, c'est aussi par une sorte de coup de gueule qu'ils ont publié ces informations. Malheureusement, ce n'était pas la bonne voie. Alors je vais terminer là-dessus. Y a-t-il des conséquences communes dans toutes ces attaques? Oui, il y a des conséquences qui sont des conséquences indirectes, c'est-à-dire un impact sur nos capacités à nous, organisations, à nous protéger. D'abord, c'est une conséquence pas forcément bénéfique, c'est que ça focalise l'attention des responsables sécurité sur une menace d'origine externe qui se trouve magnifiée, c'est-à-dire que là, on parle dans la presse d'attaques attribuées à des États. Quand on parle d'attaques attribuées à des États, forcément, on se dit l'attaquant, il était plus fort que nous, donc je ne pouvais rien faire. Donc, finalement, mon système a été intrusé par des troupes d'élite et finalement, j'avais aucun moyen à ma disposition et j'ai péri en toute bonne foi, entre guillemets. Ça fournit une mauvaise excuse d'impuissance parce que quand on regarde dans le détail ces attaques, 80% des cas, ce sont des intrusions basiques via des failles qui auraient dû être patchées depuis des mois et via des systèmes qui étaient ouverts qui n'auraient pas dû l'être, etc. Donc on est véritablement face à du bas de gamme, mais finalement, ces affaires qui tombent dans la presse fournissent une bonne excuse à des responsables sécurité, certains, fort heureusement pas tous, qui voudraient dire voilà, j'ai été piraté, mais c'est pas ma faute, c'est parce que l'attaquant était plus fort que moi. L'autre conséquence, c'est que comme on a très très peu d'informations qui peuvent circuler d'organisation en organisation, de retour d'expérience, etc., ça nourrit les rumeurs les plus folles et ça conduit à une recherche de boucs émissaires. Tous les boucs émissaires ont été évoqués, hein. Ça peut être le Bring Your Own Device, c'est la faute à l'Iran, c'est la faute à Huawei, c'est la faute à la NSA. La réalité, c'est que c'est peut-être ou pas leur faute, je n'en sais rien, mais ce n'est pas ça qui va nous protéger. Ce n'est pas de faire des débats stériles, à mon sens, sur ces entités, que ce n'est pas avec ces débats qu'on va se protéger. Donc, en guise de bilan, ce que l'année 2012 nous apprend, alors déjà, qu'est-ce qu'une attaque ciblée? Finalement, c'est une attaque comme les autres, simplement dont on parle peut-être un peu plus dans la presse, de par ses conséquences, de par son commanditaire réel ou imaginaire évoqué. La nature du commanditaire, finalement, à part de certains cas, on n'en saura jamais rien. Dans beaucoup de cas, la nature étatique du commanditaire est spéculée, mais pas appuyée sur des faits tangibles. Le seul discriminant pour parler véritablement de phénomène d'attaque ciblée, c'est la détermination de l'attaquant. C'est de se dire que, comme un pentester le sait depuis très longtemps, un attaquant déterminé et avec des moyens aura toujours gain de cause. Et finalement, quand on va se protéger, quand on est face à un attaquant qui est déterminé et qui a des moyens, les 3 seuls leviers qu'on a à disposition, c'est retarder l'intrusion, faire en sorte qu'il nous intruse plus tard, réduire la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire de le détecter plus vite, le temps pour qu'il fasse le moins de dégâts possible, et finalement se donner les moyens d'intervenir rapidement avec des études forensiques, etc. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la main à mon collègue qui va parler donc maintenant du hack as a service.